Alors, j'ai le micro et j'ai une première question. Dans votre intervention, vous avez parlé d'objets, d'éclairage des objets. Pourquoi est-ce que, alors c'est une question de lexicologie évidemment, mais pourquoi objet et non acteur? Étant donné que tout objet sur scène est un acteur en puissance, sinon il n'a aucune raison d'être. Donc le tabouret sur la scène, c'est un acteur. Donc c'est une vraie question parce que dans la formulation de l'ensemble de vos questions, cette question lexicologique, pour moi, elle est importante. Sachant que pour rebondir sur les dernières phrases de Ludwig, de la même façon, est-ce qu'on doit considérer le projecteur comme un acteur dans le concept lumineux, ou est-ce que c'est un objet servant à éclairer? Et ça, c'est une vraie question de sémantique. Et ça définit plus tard une autre question, qui est quid de la temporalité dans les mesures du avant et du après sur les objets, et dans les métrologies, est-ce que les réactions du cortex frontal ou de l'hippocampe, qui sont les principes absolus de ce dont on parle là, sont prises en considération? Voilà, tout ça, d'un coup. Bon, merci. Je prends le micro non pas pour m'accaparer la réponse, mais parce que je crois qu'on pourrait tous avoir un élément de réponse. Donc on va faire circuler effectivement juste peut-être la question de la question lexicale est la question qui nous préoccupe au plus haut point, parce que c'est en plus notre point de départ. La question de l'objet. Alors, pour ne rien vous cacher, en fait, et d'ailleurs on est assez fiers de ça, on a mis une semaine pour bâtir ce projet. On l'avait pensé en amont, on s'était dit on ferait quelque chose, mais franchement, on a chauffé nos cerveaux, et en une semaine, en fait, on avait 10 jours pour déposer le projet, et il fallait une formulation clé. Voilà. Et le terme d'objet, c'était pour dire, en fait, il y aura tout. Derrière, on a mis des guillemets. Mais bien évidemment, voilà, ce serait perfectible. Non, mais on peut considérer l'acteur comme un objet. Oui, oui. J'ai pas de souci par rapport à ça. C'est juste qu'il n'y ait pas de différence entre l'ensemble des éléments sur le plateau. C'est ce qu'on a dit, et on va même plus loin parfois. Alors, on objective encore la chose, parce qu'on parle de tissu. La peau est un tissu, finalement. Voilà. D'autres éléments de réponse, peut-être Sur la partie cerveau, on ne va pas se risquer à répondre. Parce que ici, toute la difficulté de la question, c'est que c'est le cerveau entier qui regarde. Vous avez les différentes sphères de la vision, vous avez la mémoire. L'œil ne prend pas une photographie, il analyse temporellement, il revient, il compare par rapport à ce qu'il a en mémoire. Donc, nous n'avons pas la capacité, sur le temps donné et les moyens alloués, d'adresser cette question. On va juste un peu au-delà de tout ce que l'on a aujourd'hui, en considérant que le système visuel humain va être sensible à la complexité d'une scène, d'un tissu, et qu'il ne va pas juste s'intéresser à une différence de couleur. Et on va s'intéresser à la façon dont il va capter cette complexité, et tout en étant conscient que le cerveau ne va pas faire les mesures numériques que nous faisons, donc les mesures physiques. Donc nous allons juste montrer qu'il y a une corrélation entre ces mesures physiques et ce qui est capté par le cerveau, et pour pouvoir, dans d'autres travaux, avec des physiologues, peut-être adresser le comment fait-il. Mais nous n'en avons pas la capacité là, ni les compétences. Oui, faites passer le micro. Alors, Ludwig, tu as un micro par là. Est-ce que les versions de couleurs que tu nous as montrées avec les différentes découpes, c'est natif? Enfin, c'est-à-dire que tu as appelé la couleur en console ou tu les as retravaillées? Alors, non, j'ai deux moyens c'est deux moyens différents. Enfin, sur la lustre et sur le DALIS, comme c'est des projecteurs qui sont calibrés via la console, où la console connaît toutes les informations spectrales des 8 émetteurs dans les deux cas. C'est la console, j'ai appelé les couleurs directement de la console. Pour la Sully, qui est donc le système 4 et 6 couleurs au centre, là, on a décidé, parce que ça est sorti très récemment, là, on a intégré les références directement dans la machine.
Donc là, j'ai été appelé dans la mémoire de la machine directement les références de gélatine. Donc là, il y a des refs de gélatine qui sont en macro dans les... Exactement, oui. Ok. Et par exemple, ce que tu nous dis là sur le fait que certains appareils ils sont calibrés par rapport à l'EOS et d'autres ne le sont pas, et cette information, on la trouve où? Bah, techniquement, là, je parle sous couvert le fabricant, il est là-haut. Mais en fait, l'EOS, ça a été quand vraiment ils ont travaillé sur la couleur et ils ont toutes les informations spectrales pour les projecteurs ETC sont parfaitement rentrées. Pour les projecteurs extérieurs, je ne sais même pas comment ça marche, mais je crois qu'il n'y a que les points colorimétriques, il n'y a pas toutes les données spectrales. Donc du coup, les mélanges de couleurs ne marchent pas forcément, suivant un projecteur à l'autre, ne sont pas forcément optimisés. Mais en tout cas, la combinaison entre les projecteurs ETC et la console EOS est parfaite. Sur les DALIS, c'était une collaboration à l'époque où on a sorti le DALIS avec ETC. J'ai passé 2 fois une semaine avec la R&D de ETC aux États-Unis, où on a été mesuré à différents points, à différents niveaux, chaque émetteur de LED du DALIS pour avoir rentré les données spectrales dans la console. Et c'est la console qui va optimiser le mélange. Là, sur le Sully, pour différentes raisons, déjà pour pouvoir essayer d'universaliser, d'être pilotable par différents types de consoles, mais aussi le fait d'être capable, parce que là, on est sur des projecteurs où, comme on est sur des systèmes optiques, en découpe, on a besoin de condenser vraiment les sources. Et donc la thermique est extrêmement rentre en jeu. Il va falloir faire du contrôle, enfin adapter en temps réel chaque couleur pour garantir que suivant la température, on ait toujours la même couleur uniforme. Donc là, on est obligé de compenser en local. Et donc c'est pour ça que c'est important de travailler en couleur absolue et d'avoir les références à l'intérieur, parce que finalement, il y a le problème du DMX, parce qu'on utilise toujours du DMX, c'est qu'il est unidirectionnel. Donc la console ne connaît pas l'état du projecteur. Donc c'est là où c'était important de déporter l'information pour pouvoir donner un objectif, une couleur, et le système va se réguler pour garantir cette couleur. Je suis désolé, et comme on a le fabricant de l'EOS, est-ce que les produits Robé, ils sont T1, T2, ils sont synchronisés en colorimétrie avec le l'EOS? On mesure, alors c'est pas nous qui mesurons les sources des fabricants des concurrents, c'est une société qui s'appelle Caralon, et donc qui prend une mesure de chacune des longueurs d'onde que compose la source, et aussi la puissance relative de chacun des émetteurs de la matrice, tout simplement. Ça fonctionne relativement bien, je vais être honnête. C'est vrai que ça marche très bien avec les produits ETC, encore heureux. Mais pour avoir pu comparer beaucoup de sources, lors de démos comparatives, pu comparer avec beaucoup d'autres sources, le résultat fonctionne assez correctement. Ouais. Donc si on peut parler de Chauvet, les dernières découpes de chez Chauvet fonctionnent parfaitement avec l'EOS. Les découpes de chez Martin fonctionnent correctement. Non, il y a pas mal de produits qui fonctionnent bien avec l'EOS. Et c'est indiqué dans la console. Lorsqu'on choisit un device, il y a un petit gamut qui apparaît. Et si ce gamut est présent, ça veut dire que la source est calibrée. Après, pour rebondir pour finir, juste par rapport à ce que j'expliquais ce matin, à partir du moment où on contrôle en couleur absolue, donc en XY, là, il n'y a plus d'ambiguïté, puisque de toute façon, la couleur qui sera sur le color picker sera la couleur réelle s'il s'est maîtrisé au niveau du projecteur. Donc par exemple, Harry, si on prend un SkyPanel Harry, on peut aussi piloter la couleur directement XY. Une question. C'est juste une remarque pour dire que je trouve qu'à ce niveau-là, le DMX est complètement dépassé. Et est-ce qu'il est envisagé par les constructeurs d'abandonner ce protocole, puisqu'il faudrait absolument arriver à un protocole aller-retour entre la machine et le jeu d'orgue? Alors,
C'est un vaste débat. J'ai mon collègue qui ferait partie de la commission ESTA qui travaille sur le RDM et qui définit les protocoles. Oui, le DMX est un vieux protocole et dépassé, mais il a le mérite d'exister et d'être universel. En fait, je fais souvent le comparatif en tout ce qui est domotique. Il suffit de voir en domotique, ça fait des années, enfin depuis les années 80 qu'on parle de domotique, il n'y a pas un seul protocole universel qui existe. On est toujours obligé de passer pour chaque fabricant par des ponts pour traduire et on ne peut pas converser. Et là, l'exemple flagrant, c'est Matters, qui est un consortium avec tous les grands GAFA qui se sont mis autour d'une table pour faire un protocole domotique. Et en fait, il est très peu exploité. C'est toujours pas au point. Parce qu'il y a une difficulté à faire communiquer tous les fabricants. Là, le DMX, il a l'avantage, c'est que vous prenez n'importe quel produit d'éclairage sur le marché actuellement, même les produits pas chers, ils sont compatibles avec ça. Donc, avant qu'on change, malheureusement, ça va être extrêmement compliqué, parce que ça voudrait dire, là, il faut pour le coup changer, mais tout. Donc, est-ce que ça vaut le coup? C'est une grande question. Le RDM, en fait, va utiliser le support physique du DMX pour faire des informations de retour ou de configuration. Mais c'est un protocole qui est assez limité. Mais après, le RDM marche extrêmement bien, mais est encore sous-exploité. On est bien passé du 0,10 volts au DMX. Hein. On devrait y arriver, non? Il n'y avait pas la même quantité de matériel en jeu, je crois. Il ne faut pas oublier, à l'époque, c'était juste une liaison entre la console et les gradateurs. Là, on parle de n'importe quel projecteur à une entrée DMX. Donc là, ça fait énormément. Enfin, si vous voulez tous changer de matériel, je veux bien, mais après, se posera le problème du budget. Bonjour. Juste pour dire d'où je parle, je m'appelle Kevin Briard, je suis éclairagiste, donc utilisateur régulier de différents produits qu'on a vus là. Et je voulais revenir un petit peu sur les histoires sur votre étude que je trouve, en tout cas vos projets d'études divers qui me semblent passionnants. C'est beaucoup d'infos d'un coup, mais néanmoins, ce que je vois, c'est que vous voulez parler du langage, hein, et pas du langage DMX pour le coup. Et je trouve passionnant. Donc déjà, pour vous dire que je serais ravi de vous accueillir sur un projet si tant est qui peuvent être intéressants pour vous. Puisque jusqu'à preuve du contraire, effectivement, j'ai pas vu de scénographe ou de costumier ou de metteur en scène qui veut parler en DMX. Du coup, c'est vrai pour moi, c'est une question importante de savoir comment je m'adresse à eux ou à elles, et comment les retours se font à la fois dans les différents moments de création, que ce soit la maquette, la préparation, les lectures, et puis après la phase critique des répétitions, où on se parle finalement, j'ai l'impression qu'on se parle de moins en moins au fur et à mesure que la première arrive. Donc, et pourtant, ce serait peut-être le moment où on aurait besoin d'échanger, en tout cas le plus efficacement possible. Donc moi, je serais assez friand d'avoir un retour sur la façon dont on communique. Et pour ma part, n'étant pas ni photographe, ni peintre, ni dessinateur, c'est vrai que j'ai pas une passion immodérée pour la 3D. Quoique, dans certains cas, ça peut rendre vraiment de fiers services, à condition d'avoir le temps de le faire. Voilà, je serais assez friand d'avoir un retour de gens qui sont pas du sérail directement, mais intéressés, voire passionnés par ça, sur la façon dont on pourrait plus efficacement échanger par la langue, déjà, le truc le plus accessible a priori, voilà, entre nous déjà, entre éclairagistes, oui, parce que ce qui arrive assez peu souvent, mais aussi avec des gens qui ne sont pas spécialement dédiés à la lumière dans nos métiers. Voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs un domaine d'étude que vous allez... parce que j'ai l'impression que c'était le rapport au public surtout que vous étudiez. Est-ce qu'à l'intérieur même des équipes, c'est aussi un sujet pour vous? Tu veux répondre? Oui, bien sûr. On va chercher à sonder, à capter tout ce qui relie les gestes de la conception jusqu'à la réalisation. Et donc, dans cet environnement, composé aussi des metteurs en scène, des scénographes, des autres corps de métier. Donc oui, bien sûr, ça sera un objet de cette recherche. Donc oui, peut-être j'en profite pour inviter les éclairagistes qui souhaitent, peut-être on pourra échanger nos coordonnées et concrétiser, aller de l'avant concrètement. Voilà. Et aussi, parce que je me permets d'ajouter juste ça, effectivement, notre idée, c'est de partir de la manière dont vous
vous exprimez vos besoins, vos désirs, vos envies, non pas numériquement parlant, mais effectivement plutôt dans le ressenti. Et ce vocabulaire est souvent utilisé lorsque vous dialoguez avec les autres corps de métier avec lesquels vous travaillez. Donc c'est aussi ces temps d'échange qui nous seront probablement précieux à entendre et de savoir comment vous avez communiqué, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez demandé, comment vous avez exprimé, ou qu'est-ce qu'en retour vous avez entendu. Est-ce qu'un metteur en scène nous a dit, là je veux un truc glauque, je veux une lumière glauque par exemple. Ok. Ah, tu veux de l'eau? Ah non, glauque en sens, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et est-ce que la manière dont il va le dire aussi va importer? Peut-être ça, je ne sais pas si ça fera pas l'objet d'un paramètre dans vos recherches. Et il y avait aussi, après j'arrête là, juste la notion de l'aléatoire, de l'accident, qui forcément est... Ludwig l'évoquait, est-ce que quand on réalise un décor, est-ce qu'il faut l'éclairer exactement comme il va l'être à la fin, ce qui de facto nous met hors course dès la peinture, et ce qui serait dommage évidemment, mais voilà, est-ce que c'est une donnée que vous allez... Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est pour le coup une donnée qui peut vous aider à avancer? Je pense que sur ça, on peut revenir sur... Ça me fait penser à la définition de l'ontologie. Et Gruber donne une définition sur ça en étant une formalisation explicite de la connaissance et qui s'appuie d'abord sur un vocabulaire et un thésaurus. Alors la couleur, on en met depuis 40 000 ans et sur les murs, des grottes d'abord et ensuite ailleurs. Et c'est un domaine qui est extrêmement culturel dans son vocabulaire. Et déjà ce matin, entre ceux qui contrôlent la couleur, et on va utiliser un vocabulaire dans le domaine sémantique, quand on va parler de la couleur dans un domaine teinte, luminance, saturation, c'est des espaces qui sont faits pour parler d'une variation qui va être un ressenti. C'est plus saturé, c'est moins saturé, plus lumineux. Donc là, on a des espaces où on peut parler de la couleur. Et de l'autre côté, on a des espaces où on va pouvoir mesurer des choses. Et donc, ce qui explique qu'on a ces espaces X, Y, Z dont on parlait tout à l'heure, de ces diagrammes de chromaticité que l'on a vus, des endroits où on mesure des variations, où on peut dire qu'il y a une similarité. Donc, quelque part, effectivement, en étant tous autour de la table, ici, avec à peu près des représentants de tous ceux qui sont autour de cette question dans le cadre du spectacle, oui, un des livrables du projet, c'est comment s'exprimer, comment établir des liens entre ce mot-là dans ce domaine-là, ce mot-là dans ce domaine-là, pour qu'on parle tous de la même chose. On ne va pas imposer à quelqu'un de changer son vocabulaire, mais au moins qu'il soit compris par les gens qui sont autour de lui. Effectivement, la question qui était posée pour la costumière qui travaille dans son atelier, on a quelqu'un qui attend un ressenti, qui attend un rendu d'un costume sur scène, sous un éclairage, et qui a exprimé ce qu'il voulait. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui travaille dans un autre environnement et qui va chercher à produire ce ressenti. Et donc, autour de cette question, on a bien comment tendre vers ce ressenti. Et chacun doit avoir son vocabulaire, et nous n'attendrons pas, on ne peut pas attendre de la couturière quel est le vocabulaire des techniciens ou des professionnels de la lumière que nous sommes. Mais par contre, on doit avoir des ponts. Et c'est ce qui est défini quand on dit quel référentiel peut-on utiliser pour avoir un vocabulaire commun et se comprendre. Comment est-ce qu'en bas sur scène, je peux définir que je veux tel rendu couleur, telle couleur sur ce papier peint, et pour pouvoir parler à la personne qui a la console. Voilà, donc. Oui, je crois qu'effectivement, la question du vocabulaire, c'est notre point de départ. Parce que je pense que quel que soit le corps de métier et notre culture de la couleur ou de la lumière, c'est ce qu'on va pouvoir partager. Voilà, c'est un langage qu'on a en commun. Je ne comprends pas le protocole DMX. En revanche, on peut parler avec Ludwig. Si je lui parle de rose, il comprend ce que je veux dire, à peu près. Néanmoins, au-delà des mots, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que justement, je dis rose, on pense qu'on comprend ce qu'on veut dire, mais finalement, de quelle rose il s'agit, et puis c'est sur quelle surface, etc. Donc, on se veut aussi être un peu des traducteurs qui vont passer des imaginaires presque les plus poétiques à une mise en œuvre
vraiment technique et qui puisse faire partager les différents corps de métier qui participent à l'élaboration d'un spectacle. Et pour ce qui est de la question de l'accident, on a tous effectivement, je pense, vécu cette situation d'un effet inattendu d'un objet, décor ou autre, sur scène en fonction de la lumière dans laquelle on l'expose finalement au regard du public. Donc effectivement, il y a même des cas de figure je me souviens d'une ancienne étudiante ici qui avait son premier contrat avec une dame qui dirigeait un certain théâtre ici à Lyon et qui en fait a découvert qu'elle ne supportait pas la lumière chaude. Et donc, tout ce qu'elle avait bâti en lumière chaude, elle a dû le repeindre pendant une nuit pour avoir un rendu en lumière froide, cohérent avec la lumière froide. C'était assez étonnant. C'était pour Lorenzaccio. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que la recherche aussi s'intéresse au point de vue de l'interprète sur scène? Ça veut dire, parce que là, on parle souvent du spectateur et de l'éclairagiste ou du créateur lumière qui est en train de voir le rendu. Mais par exemple, la scénographie, on ne peut pas faire parler un mur, mais un interprète sur scène, on peut aussi lui demander son avis. Et est-ce que la recherche s'intéresse à ça et comment? Alors, c'est quelque chose qu'on avait envisagé au tout début du projet et qu'on a fini par éliminer parce qu'on avait déjà énormément de critères et de facteurs à faire rentrer en œuvre et que finalement c'est aussi le rendu, enfin le propre d'un spectacle, c'est d'être revu par un public. Donc in fine, c'était que l'intention initiale du créateur soit visible par le public. C'est ça notre sujet. Alors oui, il y a plein de problématiques qui sont liées aux acteurs, aux gens qui sont sur scène, mais qui finalement sont un sujet qui est un petit peu en marge de ce que nous on va aborder. Merci. Je profite juste pour faire un petit lien. Je suis doctorante de Véronique, du coup aussi, et j'ai écrit une thèse sur cette relation justement. Donc même si je ne suis pas dans le projet, mais il y a un rapport avec le laboratoire à Lille, qui du coup je mets en place un protocole d'expérimentation qui fait une première approche, sensibiliser le corps de l'interprète, aussi pour trouver un vocabulaire commun, aussi pour savoir s'exprimer et créer une atmosphère en essayant tout de comprendre ce qui se passe dans son corps et utiliser la lumière comme une partenaire de jeu. Voilà. Merci Priscilla. Moi, j'ai une question parce que vous ouvrez une perspective auquel je n'avais pas forcément songé, parce qu'on parle de transition LED au plateau, mais de ce que je vois, il faudrait parler aussi de transition LED dans les ateliers, que ce soit costume ou décor. Et c'est encore un paramètre qui est encore pas pensé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait aussi revoir la façon dont on éclaire les ateliers? Est-ce qu'il y a une approche aussi à questionner de quelle lumière il faudrait dans nos ateliers, justement, pour être aussi au plus proche des nouvelles attentes et des nouveaux enjeux? Vas-y, après il y aura des jeux de test. Donc, ici, si je reprends ma casquette de membre de la division de la CIE, et il existe une division à la CIE qui est dédiée aux éclairages d'intérieur et qui travaille sur toutes ces questions. Quel est le bon éclairage pour un type d'activité donnée? Et la question va être différente, bien évidemment, que l'on parle d'un dentiste ou que l'on parle de notre couturière ou d'un peintre en bâtiment. Et donc, là, il y a beaucoup de travaux de recherche et il y a beaucoup de labos de recherche. Et vous avez notamment l'ENTPE qui est dédié comme école qui travaille sur ces questions avec Sophie Jost. Donc là, c'est une question qui s'ouvre plus largement à tous les métiers. C'est caractériser, discriminer. Est-ce que l'éclairage ne va pas fatiguer? Est-ce que l'éclairage ne va pas détruire aussi, quand il est trop intense? Les niveaux d'intensité lumineuse dans un champ opératoire en chirurgie, vous ne tiendriez pas quelques minutes dessous tellement ils sont intenses. Et pourtant, des gens travaillent avec pour pouvoir caractériser des variations très fines de rouge qui permettent d'identifier si on a un sang oxygéné ou pas, etc. Et les muscles. Donc là, oui, il y a un champ qui est séparé et pas dédié spectacle.
Ce qui ne veut pas dire que le spectacle ne peut pas s'emparer de cette question-là en disant ce serait quoi un éclairage homogène, au même titre que le multimédia l'a fait pour définir un espace pour le multimédia, le sRGB, pour dire cet espace-là est l'espace commun à toute la chaîne de production du multimédia. L'espace minimal, le plus petit, le plus mauvais, mais l'espace minimal commun qui a permis de développer toute la chaîne de l'appareil photo numérique à l'imprimante de Madame Michu. Donc on peut imaginer la même chose. Aujourd'hui, on sait faire, et typiquement dans le laboratoire, on a des systèmes de plafonniers qui sont des éclairages LED comme vous les avez ici, qui permettent de tester l'impact de tel spectre d'éclairement pour pouvoir faire telle ou telle tâche, discerner tel ou tel élément. Donc c'est des choses qu'on sait faire en recherche si la question est posée. Et la référence, ça reste toujours la lumière naturelle. Quand vous allez dans un magasin pour acheter un vêtement et vous doutez sur la couleur, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, on vous propose de sortir, accompagné, parce que ça fait bip bip, mais pour vérifier la couleur. Donc la référence, ça reste celle-ci, même parce que celle-ci, on sait la transposer. Disons c'est comme si on faisait un reset pour se remettre à niveau, et qu'ensuite, à partir de cette référence de la lumière naturelle, on pouvait imaginer ce qu'elle deviendra sous un éclairage connu. Moi, je voudrais juste rajouter, récemment, j'étais aux ateliers de fabrication de décors du Royal Opera House à Londres. Et c'est des grands bâtiments en dehors de Londres où ils peuvent fabriquer directement les toiles de 18 mètres de haut et les peindre. Et en fait, c'est un mélange de verrière et d'éclairage artificiel assez neutre, où la plupart du temps, ils vont utiliser cet éclairage pour faire la plupart des décors. Mais j'ai quand même posé la question, et dans certains cas où les toiles ou le décor était tellement critique, où il y avait un certain attendu, ils étaient obligés de mettre en place l'éclairage qui était pensé pour le spectacle, dans les conditions du spectacle, pour pouvoir vraiment réaliser le décor en fonction du spectre de la lumière. Donc je pense que il y a aussi, et c'est là aussi le degré de flexibilité, enfin c'est vraiment est-ce que c'est un élément critique, c'est quoi? Et je pense que c'est un élément important du projet, c'est de savoir de connaître cette flexibilité pour après déterminer est-ce que une lumière, un spectre précis est critique parce qu'on veut faire absolument ce type d'effet, ou on est sur une lumière un peu plus générique et un spectre un peu plus générique. Alors, je vais donner une précision AFNOR. Il existe 2 normes actuellement, dont une qui est en cours de modification, justement pour prendre en compte les problématiques de rendu de couleur, qui sont les normes N 12464-1 et X35103. L'une sert justement en ce qui concerne les personnels travaillant sous les lumières, la X135, et l'autre justement sur l'ensemble des rendus de couleurs. Et théoriquement, l'ensemble des maîtrises d'œuvre devraient appliquer ces normes. Je dis devraient parce qu'elles sont absolument inconnues. Merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Véronique tout à l'heure. Je crois que l'ultime référence en ce qui concerne l'homme, c'est la lumière naturelle quand même. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, non seulement elle est existante dans notre bain quotidien, mais en plus, en fait, les ateliers, ils peuvent travailler en lumière naturelle. Un atelier de peintre, a priori, c'est la lumière naturelle. Il peut être un shed d'usine, c'est la lumière naturelle, etc. Donc, on a plutôt au lieu d'aller de réadapter un éclairage, il faut que plutôt que le spectre de l'appareil HS qui se tend à être fait actuellement, c'est-à-dire d'un point de vue qualitatif, on s'approche d'un spectre continu, nécessairement plus ou moins proche de celui de la lumière naturelle. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir des pertes spectrales dans certaines zones, on a une problématique de... Oui, bon. Après, alors qu'est-ce que c'est pour moi, il y a quand même une référence qualitative qui est celle de la lumière naturelle, qui fait de toute façon qu'évoluer en température aussi durant la journée, mais qui est parfaitement continue. Et puis, je vais juste souligner un élément important qu'on va restituer tout à l'heure
suite au recueil de l'enquête qu'on a pu faire, c'est la question de la reproduction. Alors ça, c'est le gros problème. Et le fait de passer d'appareillages très différents, avec des systèmes de production de lumière très différents et avec des répartitions spectrales différentes, c'est un vrai problème. Et alors, est-ce que le système XY, avec la transmission de l'information à la console, va nous permettre d'homogénéiser ou non? Ça va faire une couleur semblable, mais pas un spectre. Ça change. Les valeurs XY. Si on regarde qu'on soit aussi bien en HSI comme on l'évoquait ce matin ou en XY ou quel que soit le mode de commande quand on va donner une couleur, c'est la couleur. Et donc c'était bien l'enjeu de la présentation, c'était de faire voir que sur le mannequin blanc au centre, on a toujours la même couleur. Par contre, la composition et ce que je vous ai projeté, les spectres, sont différents. Et ça, on peut pas. C'est là où ça devient très complexe, parce que c'est pas les coordonnées XY qui vont renseigner sur le spectre. Merci beaucoup. Je profite de ce moment. Je me félicite pour les projets. Je ne connaissais que les points de départ. C'est vraiment très, très bien articulé. C'est très intéressant. Et comme vous savez, j'ai créé un projet où Lumière de spectacle est impliquée aussi, qui s'appelle Dire Luce, sur le lexique de la lumière au théâtre. Et je souhaite de pouvoir croiser peut-être les projets sur ce côté du vocabulaire. Et bon, il s'agit d'un projet plutôt historique pendant les siècles, entre différentes langues, etc. Mais il arrive au contemporain et aussi le vocabulaire utilisé pendant répétition, laboratoire, etc. a été prévu. Donc ça peut être peut-être un rencontre et de partage entre les deux projets. Et j'ai rebondi aussi sur le fait que vous avez déjà touché par rapport au fait qu'il ne s'agit pas d'imposer ou de juger des milieux de vocabulaire, mais justement de comparer. C'est très important d'informer entre les différentes possibilités et d'élargir cette culture si incertaine, disons, de la couleur et de la lumière en général. Donc, merci beaucoup. Merci Christina. En fait, je vais reprendre une expression utilisée par mes filles. C'est la différence en gros, notre projet, c'est entre expected et reality. Voilà, entre l'attendu et la réalité. Moi, je voulais j'aurais bien permettre posé une petite question, mais il y a peut-être quelqu'un avant. Je sais pas. Ok. Donc oui, j'avais une petite question parce que là, effectivement, depuis ce matin, on aborde beaucoup l'éclairage couleur sous la forme de lumière additive. Et on n'a pas parlé beaucoup de soustractif. Or, on a vu là dans la démonstration qu'avec une LED engine quand même blanc chaud, si j'ai bien compris, on était sur un spectre quand même beaucoup plus proche du conventionnel. Et pour nous, les questions sont évidemment aussi dans les investissements de savoir si on part quand même. Est-ce qu'on part sur de l'additif, du soustractif? Il y a les deux possibilités. Déjà, il faut savoir que la complexité, c'est que pour avoir un spectre complet en additif, il faut multiplier le nombre de sources. Et plus on va multiplier le nombre de sources, moins on va être efficace en termes d'efficacité énergétique et de puissance. Et si on augmente le nombre de sources pour vraiment compenser en termes de puissance, on va être moins précis optiquement, où il va falloir mettre en place des systèmes optiques beaucoup plus complexes pour pouvoir mélanger. Donc on est limité en termes d'efficacité, donc on sera toujours beaucoup plus efficace avec une source blanche. Après, le problème des sources blanches, c'est qu'il faut mettre des filtres. Et c'est là où l'avantage de l'additif quand même est énorme, parce qu'on peut directement depuis la console changer les couleurs. C'est quand même plus simple que d'aller au magasin et aller découper des gélates et se rendre compte qu'on n'a pas la bonne référence en stock et ainsi de suite. Donc c'est aussi, il y a une question de flexibilité et de mise en œuvre. Ce qui peut être intéressant. Après, là, on parle donc sur des découpes, mais par exemple sur des moving lights aujourd'hui.
C'est pour ça que beaucoup de sources en asservies sont encore en source blanche avec des systèmes soustractifs, parce que c'est pour pouvoir garder cette puissance et cette qualité optique. Après, les deux peuvent cohabiter. En fait, si les systèmes sont bien pensés, et c'est là où parler de couleur absolue est intéressant, mais même parler de travail en blanc fixe, est-ce qu'il y a besoin... on sait que très bien que pour faire une face, les couleurs saturées sont assez rares. Donc là, il va falloir plus une machine qui va être optimisée pour faire du blanc. Alors un blanc fixe, des fois, est un peu contraignant parce qu'on est vraiment figé sur une température, mais il y a des systèmes en blanc variable qui existent et qui permettent finalement de ce la plupart des théâtres font, de varier juste. Actuellement, ils ont souvent des grosses sources halogènes, souvent des 2 kg à la face, avec juste, et ça se joue sur des correcteurs de température. Donc faire un blanc variable revient en même beaucoup plus efficace et donne juste le niveau de flexibilité pour ce type, pour vraiment faire une face. Par contre, sur scène, c'est quand même là où on veut avoir plus souvent de la couleur. C'est plus intéressant de travailler avec des systèmes qui permettent de générer le maximum de couleurs. Je me permettrais juste de dire une petite chose, c'est que, et ce matin on l'a bien entendu aussi bien avec le témoignage de Mathieu que ce que disait Nicolas à propos finalement du travail du créateur lumière qui va se retrouver en fait comme un peintre à recomposer, à chercher à recomposer ce qu'il avait à disposition à travers des filtres et que il y a une forme de facilité. Il n'y a plus qu'à choisir. Là, le métier est en train de changer. Enfin, non, il existait déjà. Enfin, oui. Et en fait, je dirais que nous, en tant que fabricants, il n'y a pas de solution idéale. En fait, c'est à nous de proposer des outils qui vont faciliter le travail des créateurs. Donc, il faut trouver, effectivement, d'être capable de parler de couleurs et dans... mais pas simplifier, garder la complexité de la création. Oui, mais en fait, dans le contrôle, je parle vraiment dans la façon et de ne pas que ça soit une usine à gaz pour reproduire telle ou telle couleur. Après, sur le point de vue des mesures, ça ne change rien. Et c'est ça ce qui est intéressant. Au bout du compte, ce que nous, on récupère, c'est un spectre, c'est une distribution spatiale de spectres, que ces spectres aient été produits de façon additive ou soustractive. Et donc, quelque part, ça va permettre de pouvoir, dans une configuration donnée, de reproduire les spectres et l'énergie nécessaire pour avoir le même rendu, tout en laissant à l'opérateur la liberté de choisir, avec le matériel qu'il a, comment il obtient ce rendu. Ce qui est important, c'est pouvoir s'assurer que l'on a obtenu le rendu qui était espéré et qui a été designé. Et donc, ce n'est pas fermer la liberté, c'est au contraire d'avoir un moyen de contrôle pour pouvoir dire on a réussi et après faire avec ce qu'on a ou faire avec ce qu'on a voulu. Il y a des questions, Sal ? Oui, c'est un témoignage, puis une question. Donc, je ne suis pas très légitime parce que je viens du son. Je suis désolé, je m'en excuse d'avance. Donc c'est une onde aussi. Ah oui, c'est aussi une onde. Un témoignage en fait sur la sémantique. Il y a quelques années de ça, il y a une vingtaine d'années de ça, l'IRCAM a fait un programme de recherche que vous connaissez certainement autour de la description en fait, de l'acoustique des salles. Et donc a fait tout un travail sur la sémantique pour créer un logiciel avec des paramètres de bas niveau pour les développeurs et essayer de mélanger ces paramètres de bas niveau pour faire des paramètres de haut niveau pour travailler avec les compositeurs et les ingénieurs du son. Et donc créer en fait une sémantique, un langage commun entre de la technique et de l'artistique. Donc voilà, c'était juste pour donner ce témoignage-là. C'est un peu différent de ce que vous allez faire, mais en audio, ça a été tenté sur l'acoustique des salles, donc c'est-à-dire essayer de la réverb, entre guillemets, artificielle, créée par un logiciel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question. C'est un peu connexe à ce que vous disiez, mais c'est sur la reproductibilité ou la reproduction en tournée. Est-ce qu'il y a des études sur la mémoire visuelle ? Parce qu'en son, on sait qu'on n'a pas de mémoire auditive. C'est-à-dire qu'on peut faire une comparaison AB, mais d'une date à une autre, on repart de zéro. Alors, on a de l'expérience, et a priori, on arrive, mais il n'y a pas d'études qui montrent qu'on ait une vraie mémoire auditive. Est-ce que sur la lumière, il y a des choses, en termes de niveau et de chromie, est-ce qu'il y a des choses qui existent ?
Oui, sur toute cette question de la mémoire visuelle, il y a eu énormément de travaux. Donc, une très grande partie de votre cerveau est dédiée à capter cette mémoire-là. La question, c'est qu'est-ce qui est capté exactement? Donc, typiquement, voilà, il y a eu beaucoup de travaux sur la mémoire des couleurs, tous ces travaux qui disent qu'un Inuit est capable d'avoir 80 termes différents pour le blanc, mais qu'un Papou en aura autant sur le vert, etc. Alors que vous n'êtes pas capable d'avoir autant de capacité de discrimination de ces teintes-là. Donc, plusieurs questions. On sait que sémantiquement, culturellement, vous avez une très grande discrimination dans certains endroits, parce qu'il s'agit de questions de survie au départ. Et puis après, comment la mécanique du cerveau fait cette mémoire-là? Une des hypothèses qu'on peut avoir sur la mémoire des couleurs qui fait que vous connaissez la couleur de peau de votre petite cousine préférée, et vous savez la reconnaître avec tout ça, c'est comment cette information est mesurée. Et puis, puisqu'on parle de lumière, on sait bien que vous la reconnaîtrez tout le temps, quel que soit l'éclairage dans lequel elle est plongée. Donc, est-ce que vous avez mémorisé la couleur de sa peau sous un éclairage donné, ou est-ce que subtilement, le cerveau a fait un calcul de réflectance qui fait qu'il a su s'absoudre de la lumière pour estimer son aspect? Aujourd'hui, rien ne permet de dire que le cerveau a fait un calcul de réflectance, mais en termes d'énergie, ce serait ce qui serait le moins coûteux. Or, toute la biologie dit que le système humain est un système biologique comme un autre qui travaille à énergie minimale. Voilà. C'est une question à laquelle nous ne répondrons pas, mais peut-être aurons-nous des éléments pour entamer d'autres travaux. Moi, j'ai une question sur, en effet, l'adaptation en tournée. La question se pose depuis plusieurs années on crée un endroit et ensuite on va aller adapter en tournée. Et de plus en plus, la question avec la transition LED, c'est alors comment faire une création en imaginant dès le départ qu'en fait il va y avoir du matériel avec lequel on ne va pas pouvoir reproduire. Donc en fait, la création est déjà dès le début sur un rendu plus que sur une démarche. Et je me pose vraiment cette question de... c'est une vraie question existentielle pour moi. Voilà, ne pas perdre la démarche créative en se disant je vais aller adapter, je sais déjà que je vais l'adapter dans une salle où par exemple il n'y aura que des LED ou bien il y aura... Voilà, donc c'est une vraie question que je pose. Et je rejoins aussi une question qui s'est posée en fond de salle aussi sur comment les danseurs, moi je travaille beaucoup avec des danseurs, comment les danseurs, eux, perçoivent aussi ce changement et comment ça les perturbe si on n'a pas pu répéter. La création a été faite dans un lieu avec un certain type de matériel et on va arriver dans un autre lieu où le filament qui s'allume ne sera plus le même et n'aura plus ce même repère aussi. Et voilà, c'est une question large. Il y a trois possibilités de réponse. Alors, oui, vraiment, la première question. Alors, je voulais dire et vous rassurer que les communications d'après portent exactement sur ce sujet-là. Voilà, nous aurons 2 témoignages de tournée. C'est à la base une des questions principales que nous avions, et avec l'idée que nous pourrions peut-être arriver à une réponse qui objectiverait effectivement le dialogue auprès des acheteurs pour l'équipement de salle notamment. Mais là, je vais laisser peut-être Ludwig répondre c'est une là-dessus. des questions, c'est un des éléments clés du projet. Mais le sentiment que j'ai, moi je vois, et surtout par rapport à d'autres modèles à l'étranger, c'est c'est peut-être aussi dans la définition dans le moment de la création, de définir le degré de flexibilité de l'éclairage. Les anglo-saxons, ils ont une base qu'ils vont demander sur des lieux où généralement la face est assez standard ou ce genre de choses. Par contre, dès qu'il va y avoir des éclairages spécifiques, parce que c'est en corrélation avec un décor ou des costumes ou parce que c'est des effets très particuliers, ils vont tourner avec le matériel. Alors on est d'accord que c'est un modèle économique différent, c'est une façon de travailler différente, mais c'est peut-être là aussi on arrivera peut-être à aboutir à un système qui permettra de décrire ce niveau de flexibilité et d'attendu et de dire je suis en tournée, je veux un tel type d'éclairage avec tel degré de flexibilité parce que je sais que là, même si j'ai des légères variations d'un projecteur à l'autre, ça n'aura pas d'incidence sur le rendu du spectacle. Par contre, pour cet effet-là, il me faut absolument ce type de projecteur. Donc c'est soit, si le lieu n'en a pas, ça peut passer par de la location extérieure pour cette représentation, ou alors ça sera la production qui tournera avec ce matériel.
Après, c'est vraiment un changement dans la façon certainement de produire dans le futur et dans le coût aussi, de considérer le coût des spectacles et des productions. Oui, c'est ça. Alors, on va devoir s'arrêter. Pardon. Juste à propos de création. On parle de concepteur. Le concepteur, c'est un compositeur. En aucun cas, c'est un interprète. Le régisseur, c'est avant tout un interprète. Et donc, le concepteur écrit une partition qu'il confie, et le mot confier est important, à un interprète. Cet interprète, le régisseur, il se trouve être soit dans le lieu de la création et il interprète, soit il va partir en tournée ou pas, mais celui qui part en tournée, c'est un interprète. Et en conséquence, on parle de spectacle vivant. Donc en fait, il est normal que la coloration change, il est normal que le spectacle change, parce que la première, ça n'est que la première répétition avec du public. Et donc, quand on parle de spectacle vivant, on parle d'un spectacle identique, différent chaque fois. Et le rôle du régisseur, et c'est fondamental, ce n'est pas d'adapter, c'est d'interpréter. Et s'il se retrouve avec un orchestre à 15 instruments, ben évidemment, il ne va pas interpréter la même chose qu'avec 50. Et s'il se retrouve avec des balafons et qu'il doit jouer des suites de Bach, il le fera. Mais la vraie question, c'est comment le public, lui, va le recevoir. Eh bien, si c'est une interprétation, il va le recevoir correctement. Si c'est une adaptation, il ne va rien recevoir du tout. Et je pense qu'il y a un paramètre extrêmement important aussi à l'avenir, c'est la formation de tous ces lieux d'accueil. Parce que justement, pour réinterpréter, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une connaissance du matériel et des solutions techniques, parce que c'est un cahier. Oui, la partition, il faut la lire et il faut connaître le matériel. L'interprète, il doit savoir faire ses gammes, parce que sinon, ce n'est pas un interprète. Moi, j'avais une toute petite dernière question à propos vous avez tout à l'heure parlé du tissu, de la peau. Et à propos de la peau, on revient là avec les étudiants d'un atelier expérimental à Oslo, où on a fait un petit atelier quelle lumière colorer pour quelle couleur de peau, où on avait un modèle à la peau noire, un modèle à la peau très très blanche, un blond avec des taches de rousseur. Et ce dont on s'est aperçu, entre autres, c'est que la LED permettait d'affiner et de pouvoir trouver dans une même gamme de couleurs une teinte qui, en travaillant, pouvait convenir aux deux couleurs de peau. Donc vous, dans votre panel, est-ce que vous envisagez différentes couleurs de peau? Comment est-ce que vous abordez la question de la peau? Je vais être très rapide. Absolument oui, et entre autres parce que nous sommes en partenariat avec le Théâtre du Nord, dirigé par David Bobet. Si vous connaissez un peu le travail de David Bobet, vous aurez, je pense, du mal à trouver des blonds roux aux yeux bleus. Voilà. Mais donc, on a effectivement... Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. On va s'arrêter là pour faire une pause et on va retrouver après la suite du programme des échanges.